Produire Yves Charnay, que ses lecteurs connaissent bien et que je connais depuis longtemps et que j'ai grand plaisir à retrouver ici, enseigne à Supaéro à Toulouse. Il y a fondé, créé le module Art et Culture. C'est l'auteur d'une œuvre personnelle et singulière, une sorte d'autofiction en chantier depuis Prose du Fils en 1993, où se mêlent l'intime, l'élan lyrique, la vie en blues, on pourrait dire, et où les rencontres amoureuses, amicales, tiennent une place très importante. Alors autour de plusieurs motifs, la tauromachie ne sera sans doute pas vraiment convoquée ici, mais la chanson et la chanson française et quelques chansonniers, quelques poètes qu'il aime beaucoup. Donc je veux mentionner bien sûr le livre Quatre boules de jazz Nougat Song, dont nous parlerons plus précisément sans doute, qui est apparu à Alter Ego en 1994. Je signale tout de suite, nous en dirons sans doute un petit mot, et ses lecteurs le savent, que son fils Augustin est lui-même chanteur et qu'il a fondé un groupe qui est maintenant qui s'est défait et qui s'appelle Kidwise. Voilà, Thomas Giraud, que j'ai découvert grâce à ces enjeux. Je suis très heureux, je note cela parce que je crois que c'est aussi le but de ces rencontres, de nous faire découvrir des textes, des écrivains. Et j'ai eu grand plaisir à découvrir ses œuvres. Il est docteur en droit public et juge à Nantes et aussi écrivain. Il a publié 2 livres à la Contrallée. Le premier, en 2016, Élysée avant les ruisseaux et les montagnes, qui est consacré à Élisée Reclus, mais à Élisée Reclus avant qu'il devienne ce géographe atypique. Élisée Reclus plutôt pris dans le moment de la séparation d'avec son destin familial et de ce voyage qu'il a fait en Allemagne pour retrouver son frère et le retour à pied avant de donc rompre avec son devenir de pasteur. Et plus directement dans notre thème, puisque vous aurez compris que Phraser l'espace, ce sera la question de peut-être autant de la musique que des paroles, que de la chanson. Il a écrit ce très beau livre qui s'appelle La balade silencieuse de Jackson C. Frank. C'est une sorte de biofiction, là encore, pour évoquer le destin très étrange et touchant d'un musicien singulier de folk ou de blues, auteur d'un seul album que j'ai découvert grâce à Thomas. Cet album, vous pourrez aller l'écouter après cette rencontre, c'est Blues Run the Game. Voilà, donc pour commencer cette rencontre, je voudrais demander à Yves la place de la chanson pour lui dans son écriture, dans sa vie. Yves qui rappelle souvent l'anagramme de son nom, Charnay, chanté. Voilà, donc place et présence de la chanson pour toi. Ah non, on a dit qu'on se vous voyait, pour vous, pardon. Bonjour de bon matin, donc. Je ne sais pas si c'est une heure pour penser, et en tout cas, ce n'est pas une heure pour les chanteurs, c'est plutôt l'heure où ils se couchent. Si on prend dans le titre, je retiendrai le dans, c'est-à-dire l'art dans la littérature. Si on dit la chanson dans, pour vous répondre, non seulement la chanson est dans la vie, mais c'en est peut-être la matière première, au fond. C'est peut-être Il m'arrive d'essayer de réfléchir pourquoi, à un âge aussi tardif, les chansons me plaisent toujours autant, et peut-être encore plus que quand elles m'ont initié, et à la vie, et à la rythmique, et à la poésie, et à la saveur de la langue, etc. Mais c'est peut-être, au fond, Quignard dirait qu'on a d'abord nagé là-dedans. On a d'abord nagé dans des sons, dans des ondes, dans des mélodies maternelles, ou dans les bruits maternels du monde autour. Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas, au-delà du nouage pour jouer sur le nom, si ce n'est pas le nouage le plus intime, en tout cas, d'un sujet avec sa langue, et avant même qu'il n'articule pour le coup un phrasé audible, transmissible, qui dirait quelque chose. Hein. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose, dit Nougaro, mais avant qu'elle rime, il y a ce j'aime premier, qui serait le j'aime premier de la chanson, du chanté, du
du swing propre à la langue, propre à cet élément. En tout cas, moi je pense être un enfant de ça, comme les enfants de la télé. C'est un enfant de la chanson. Et après, du coup, c'est peut-être à cause de ça qu'elle est dans la vie tout le temps. Alors bon, c'est un certain rapport biographique. Il y a chez moi une insistance un peu obsessionnelle là-dessus, pas du tout pour faire genre, mais parce que c'est comme ça. À tout instant, toute circonstance, cite une chanson. Je sais pas quoi. Sylvie arrive, nous embrasse, je me lève et je lui dis, ils sont venus, ils sont tous là. Mais c'est cette spontanéité-là qui fait de la chanson, qui fait que nous sommes contemporains ensemble au moment où ça s'est chanté, au moment où cette chanson s'est transmise. Enfin, c'est sans doute un des moyens les plus directs d'aborder l'autre dans une culture commune. Ils sont venus, ils sont tous là. Tout le monde comprend ce que tu veux dire, avec en plus une ironie amicale. Ce n'est pas agressif. Voilà. Et donc, on y reviendra, mais c'est fait de citations. Ça a du rapport avec la citation, la chanson. Ça cite des moments de la vie et des coupes à l'intérieur des grandes chansons nous disent où on en est. Voilà. Merci beaucoup. Thomas, donc, peut-être un mot sur ce livre, La balade silencieuse de Jackson C. Frank, et d'où il vous est venu, pourquoi cette envie d'écrire un texte sur ce chanteur assez marginal, on peut dire. Le point de départ, c'était pas lui. En fait, c'était comme le nom un peu du livre l'indique, c'était le silence. C'était une volonté d'écrire sur le silence, c'est-à-dire quand à un endroit il n'y a pas de bruit, en réalité, ou alors quand à un endroit c'est le silence, en réalité il y a des bruits autour, et ça avait un lien avec la musique, mais pas avec la musique folk, avec ce morceau de John Cage qui s'appelle 4 minutes 33, où le pianiste arrive devant un piano, pose les mains au-dessus du piano, et pendant 4 minutes 33 ne joue pas. Et j'aimais bien ce paradoxe du fait que ce soit le silence à un endroit et qu'on entende des bruits ailleurs. Et voilà, il y avait cette idée-là, et également l'envie d'écrire sur les gens qui font une seule chose, qui s'arrêtent, soit qu'ils s'arrêtent parce que ils ont l'impression d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'ils sont très heureux de l'avoir fait, soit qu'ils s'arrêtent parce qu'ils sont incapables de faire autrement, mieux. Donc c'était ce mélange, il y avait ces deux idées qui me guidaient, et j'écoute beaucoup de musique, et je me suis rappelé que j'avais ce disque de Jackson C. Frank. Je me souviens que j'avais dû lire les notes qui accompagnaient la pochette du disque, et qu'il avait une existence un peu mystérieuse, qu'on n'en savait pas grand-chose, qu'on en faisait, parfois d'ailleurs un peu trop à mon avis, quelqu'un de désespéré, qui n'avait connu que le malheur. Et voilà. C'est un peu une sorte de succession de désordre et de hasard, cette volonté d'écrire sur le silence et ses ambiguïtés, sur ceux qui arrêtent, et puis un peu comme par magie, se dire dans ma discographie, parmi les milliers de disques que j'ai, il y a ce personnage un peu singulier, dont on ne sait pas grand-chose, sur lequel on peut un peu enquêter, et pour lequel je peux à la fois m'interroger sur le silence et pourquoi on s'arrête. Donc voilà un peu les raisons conscientes au moins de ce choix-là. Alors pour poursuivre cette discussion, est-ce que pour vous deux, la chanson, en l'occurrence Jackson C. Frank, c'est proche ce qu'on peut appeler folk, blues, il est dans l'ombre de Bob Dylan, hein, vous le dites dans le livre, il arrive trop tard d'une certaine façon par rapport au météorite qu'est Bob Dylan dans les années 60. Quelle est la place pour vous de la chanson? Est-ce que c'est parce que c'est un art populaire? Est-ce que cette dimension populaire, est-ce que cette dimension partagée, est-ce que le fait que ce soit pas de la culture livresque, enfin voilà, quelle place vous lui faites? Et puis, question annexe, est-ce que vous avez jamais eu envie d'écrire des
textes pour des chansons, en anglais ou en français? Alors, je vais commencer par la question annexe. La réponse est assez simple. J'ai fait beaucoup de musique, dans un genre qui va être un peu folk, pop, mais j'étais absolument incapable d'écrire des paroles. J'arrivais bien à écrire la musique, alors qui était peut-être pas terrible au final, mais j'étais tout à fait incapable d'écrire des paroles qui collaient avec les musiques que je composais. D'ailleurs, je faisais appel à d'autres, à des amis, où j'empruntais dans des livres des bouts de phrases que je collais pour les accompagner de paroles. Donc la réponse est non. Et alors la place... moi, la musique a une place extrêmement importante dans ma vie quotidienne. Alors j'en écoute beaucoup, mais des choses assez différentes, que ce soit ça va de la musique baroque à la musique tout à fait contemporaine, du folk ou de la musique française. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse à la fois sur le fond, sur la forme, sur la manière dont les choses sont un peu tricotées ensemble, ficelées ensemble, comment tout ça tient. Et alors, je ne sais pas si... Enfin, moi, je ne me suis jamais fait de hiérarchie. C'est une musique populaire ou il y a quelque chose d'assez... Enfin, comme je l'ai toujours écouté, finalement, un peu instinctif. Alors, il y a bien certains styles de musique où je vois qu'il faut un peu de temps pour les apprivoiser, il faut écouter, réécouter pour en trouver les finesses, l'intérêt peut-être même parfois. Mais en tout cas, il n'y avait pas pas vraiment de hiérarchie. Après, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Il y a des choses qui m'intéressent pas du tout. Et en tout cas, chez Jackson Ciffran, qui comme tu vous l'as dit, c'est un folk assez dépouillé. Il est tout seul avec une guitare sur la plupart des morceaux. C'est entre... Il y a un côté un petit peu blues et il raconte, enfin il est un peu dans cette tradition de chanteur folk américain qui raconte des histoires. Alors lui, ces histoires, elles sont assez courtes. Dylan, dont on parlait tout à l'heure, lui parfois il raconte des histoires qui sont assez longues. Lui, c'est des histoires assez courtes, assez imagées, pas forcément, moi il me semble, très évidente au premier abord. Enfin en tout cas, l'interprétation qu'on peut en faire de ces textes est assez ouverte. Et en tout cas, moi j'aimais ce qu'il racontait, mais j'aimais bien aussi la couleur que tout ça avait. C'est-à-dire que c'était pas forcément un mot en particulier, mais ce que j'aimais, c'était cette ambiance qu'il y avait dans sa musique, une ambiance qui de prime abord paraît un peu monotone, une sorte de mélancolie, qui peut presque paraître un peu répétitive. Je me souviens que, pour l'anecdote, la première fois que j'avais écouté son disque, il y a une quinzaine d'années, parce qu'on m'avait dit « Ah, mais si tu aimes tel chanteur, si tu devrais écouter ce morceau-là, parce que c'est un morceau qui est une reprise de Jackson Ciffran », j'avais écouté le disque et les morceaux défilaient, et j'avais l'impression que le deuxième morceau ressemblait au premier, que le troisième ressemblait au deuxième et donc au premier, que le quatrième ressemblait énormément aux trois précédents. Et donc c'est un disque dont je m'étais dit, il a une sorte de couleur, d'homogénéité, une sorte un peu de bloc. Et c'est finalement au moment de l'écriture, en le réécoutant beaucoup, que ces nuances, ces détails ont fait un peu sa préciosité et son intérêt. Donc, je ne sais pas si j'ai très très bien répondu à la question, aux deux questions du départ, mais voilà, en quelque sorte. Je repasse la parole à Yves. Alors, il y a aussi, pour vous, la dimension du concert, la dimension même charnelle de certains poètes, chanteurs. Enfin voilà, donc je repose la question sur art populaire, envie d'écrire des chansons pour votre fils, qui sait. Non, je fais ça très bien. Alors, les deux questions de départ, avec une différence par rapport à ce que vient de dire Thomas sur la légitimation de la chanson. Je vais garder ça pour la fin. Envie d'écrire des chansons, alors, anecdote.
je crois se dire qu'elle s'appelait Carmen Song. Enfin, j'avais beaucoup travaillé ça, mais vraiment beaucoup travaillé, comme une disserte. Enfin, je l'avais faite, ma chanson. Donc, je l'envoie à Nougaro, dans la jeunesse perdue, il y a très très longtemps, tout ça. Il était bien vivant, très vivant. On dîne ensemble, le dîner, tout ça, pas un mot, bref. Et à la fin du dîner, il me dit « Ah oui, j'ai bien reçu ta petite récitation. Ça avait le mérite d'être clair. Je ne l'ai plus jamais refait. » Et lui en a fait beaucoup d'autres depuis. Admirable. Et cela dit, évidemment, d'abord pour rendre hommage à la lucidité des chanteurs, c'est la chose qu'on ne sait pas. On les prend toujours pour des idiots parce qu'ils passent des émissions idiotes sur des radios idiotes et tout. C'est un des grands malheurs de la chanson. Il faut aimer le kitsch, il faut les aimer dans Mariti, Gilbert Carpentier, il faut les aimer là où ça passe, il faut les aimer dans la sueur, le pas beau, le pas bien, quoi. Ils font des merveilles là. Donc c'est cette merveille qu'il faut aller pêcher, à laquelle il faut redonner. Donc il faut entendre la lumière. Mais l'intelligence des chanteurs, c'est juste... il y a des livres entiers à faire là-dessus. Donc évidemment, Nougaro avait totalement raison. Cet art mineur, dont il a si bien parlé dans une chanson, est à part, ultra précis et presque impossible. Presque impossible. Le fameux, vous avez 2 minutes 30, quoi. Et pour prendre un autre chanteur, parler des deux fois de la vie, donc ça doit dire quelque chose d'une vie, que les rencontres se produisent. Donc, autant Nougaro est une rencontre de la jeunesse, et Serge Lama est une rencontre de la maturité pour moi, alors que c'est un des chanteurs qui m'a le plus accompagné quand j'étais enfant. Et il m'a dit récemment, ce que tu fais, c'est des chansons. Mais les livres, les paragraphes des livres sont des chansons. Autre bon point pour l'intelligence du chanteur, c'est pour dire où elle se met, la chanson. Je crois au fond, et je ne suis jamais sûr qu'elle est vraiment arrivée, mais que c'est des chansons de prose, où chacune des parties qui composent les livres sont des blues, ou des chansons de prose, des chansons en prose. Je dirais que ça passe par là, parce que ça essaye d'attraper, comme le disait Thomas précisément, ça, une chanson en 3 mots, 3 notes, une couleur, hein, une vibration, une émotion, une situation. Mais comme ils savent faire, quoi. Moi, j'essuie les verres au fond du café. Bon. C'est juste ça qui tient 3 minutes. Hein. Voilà. Quand j'étais petit garçon, tout ça. Enfin, je suis malade. C'est ça. C'est ça, une chanson. Alors ça s'est transporté chez moi dans l'instrument qui est le mien, qui est une prose qui cherche sa propre poésie, quoi. Voilà. Et la différence que je noterais par rapport à Thomas, qui rentre là-dedans de façon très évidente et qui prend un homme du blues comme un autre, c'est de mon côté tout le travail de légitimation qu'il faut faire, d'abord pour dépasser la honte sociale, du j'aime la chanson. Moi, je me souviens très bien, j'étais élève à Ulm, l'effet très bizarre que ça faisait quand tu proposais à un ami, à quelqu'un que tu aimais bien, d'aller voir un chanteur avec toi. Et encore, quand c'était à Ulm, je faisais gaffe. Je proposais Léo Ferré, ou enfin des trucs jouables. Tu vois, je disais pas, il y a Sardou à Bercy, parce que là, tu perds trop de monde. Et tu aimes bien les gens quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, vous en souriez encore, mais c'est une vraie honte. Hein. Donc moi, j'ai toute la chanson, rien que la chanson, mais toute dans la chanson française. Donc il y a un travail de légitimation à faire, d'un genre bâtard, et qui donc, on a ces problématiques. C'est un genre de légitimation. C'est en ça que, je veux juste dire ça, c'est pas séparé du tout pour moi du travail, c'est-à-dire qu'elle est... il s'agit de légitimer ses propres affaires avec l'écriture. Voilà. Et c'est une série de bâtardises ou de mauvais genres, hein, et la chanson est à cet égard un mauvais genre, dont je souligne le mauvais, hein, mais qu'il faut faire passer. Mettre dans la culture savante. Et moi, c'est cette tension entre la culture savante que nous partageons tous ici, et puis la culture populaire de la chanson, qu'on ne partage pas tous au même degré, hein, et dont j'essaye de trouver un certain nœud ou un certain nouage. C'est pas que j'essaye, c'est que c'est comme ça. On finit par admettre que c'est comme ça en soi et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de travailler avec cette dimension-là. Voilà. Je suis encore moins sûr, surtout la deuxième partie, à laquelle je tenais beaucoup d'avoir su répondre. Le temps passe, mais on va essayer de s'en tenir quand même un peu à la trame. Je relisais le livre 4 boules de jazz. En fait, ce n'est pas vraiment un livre sur Nougaro, mais il y a évidemment la figure de Nougaro qui se tresse à autre chose.
Voilà, je voulais peut-être que vous parliez, Yves, de plus précisément de certains chanteurs qui reviennent beaucoup, de figures. À quel moment ça cristallise pour en faire un livre? Bon, il y a Charles Trenet, bien sûr, Lama, Nougaro. Comment ça s'est passé pour que... parce que le livre sur Nougaro est aussi une forme de livre de deuil. C'est un hommage à une amitié, une rencontre entre un grand frère et un presque père. Je ne sais pas comment il faut, le mélange des deux. Oui, là, c'est la question du deuil. C'est le temps qu'il faut pour le deuil. Ce livre est 10 ans après sa mort. J'ai eu la chance de le connaître très vivant, d'être très jeune, de regarder ça. Je moment où je passais les concours et tout, j'ai autant appris là que là. Il y avait même des scènes de confusion, parce que je me souviens, je ne sais plus si c'est la Grecque ou même que je passais, pendant qu'il faisait le Palais des Sports, il y avait une espèce d'étrange confusion entre les épreuves du matin et le soir, avec les trucs dans la loge. Je me souviens, j'avais dit le sujet de philo, alors il appelait les musiciens, putain, tu te rends compte, 6 heures, putain. Et j'apprenais autant de ce poète en acte. C'est-à-dire que c'est des syllabes, quoi, c'est des gestes syllabes. Moi, je dirais que c'est ça qui fait la chanson pour moi. C'est la présence de la voix à l'intérieur des syllabes qui en font des scènes, des gestes, des scénarios et qui viennent nous prendre aux tripes. C'est exactement ça. Hein, c'est l'accordéoniste de Piaf, quoi. Ça vous rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Voilà, ça fait rentrer la poésie par le bas, par le haut, dans l'oreille de l'auditeur et dans les yeux-oreilles de l'auditeur-spectateur de concert. Donc là, j'ai eu la chance de voir ça en acte, et c'était au-delà de l'amitié inouïe, c'est-à-dire quand on aime la chanson, devenir ami de Claude Nougaro quand on a 18 ans, c'est juste une espèce de cadeau du ciel. Et c'était un chagrin épouvantable de sa mort, parce que je savais que je ne verrais... Voilà, le livre est parti de ça, je savais que je ne verrais plus jamais occuper l'espace comme ça. Voilà, ça, c'est perdu à tout jamais. Voilà. Donc c'est un livre de deuil. Et j'aimerais arriver et c'est vraiment difficile, à ne pas attendre la circonstance du deuil. C'est-à-dire, j'aimerais, autour de Saint-Germain, faire quelque chose, une espèce de début de livre comme ça, du vivant d'eux, en même temps qu'eux. Voilà. Mais c'est vraiment très, très difficile. Puis c'est des animaux très, très bizarres, quand même. Il faut aller les chercher dans leur tanière. Grâce à mon fils, qui travaille beaucoup avec lui, j'ai un peu pénétré l'univers de Christophe. Je peux vous dire, c'est génial de rencontrer Christophe, mais c'est des animaux très, très étranges. Quand même. Ça va avec l'étrangeté dont parle Thomas dans son livre. Quoi. À chaque fois, c'est quand même c'est des apax, quand même. Hein. C'est des Indiens dans la ville, très particuliers. Je ne vais pas manger trop de temps. Pour Thomas, dans le livre... Je redis le titre, donc La balade silencieuse de Jackson C. Frank, presque une sorte de jeu de mots sur balade, parce que c'est à la fois la chanson puis aussi la marche d'une certaine façon. Le livre intrigue et touche aussi par le peu de choses qu'il y a, et donc la place même de ces chansons pour ce chanteur qui a une carrière extrêmement éclair, assez limitée, un seul disque. Comment ça s'est passé le travail même sur les textes des chansons, la façon de... Il y a un usage assez particulier de la première personne par moment, c'est un récit à la troisième personne, mais il y a des phrases en première personne qui viennent comme ça de ce musicien, et dont vous dites une chose très, très forte, je trouve, c'est-à-dire que ce musicien des années 60 qui, lui, ne peut absolument pas jouer à la folie parce qu'il est certainement, lui, beaucoup plus proche de la vraie folie que d'autres. Voilà. Comment ça s'est fait, ce travail? Et puis peut-être même la question du passage d'une langue à l'autre, de l'anglais au français. Enfin bon, c'est cette sorte d'incorporation de certains moments, de témoignage d'une vie sinon très opaque et silencieuse, certainement. Le point de départ, un des points de départ, je m'étais dit, je vais analyser, essayer de comprendre chaque chanson, ce qu'elle peut révéler de choses conscientes ou inconscientes de la pensée de Jackson C. Frank. Et c'est un projet que j'ai assez vite abandonné,
qui marchait pas vraiment. Enfin, j'avais du mal en tout cas, à tisser les choses. Mais en revanche, je me suis mis à beaucoup écouter. C'est un disque qui est assez court, il n'en a fait qu'un seul, donc c'était faisable même dans une vie assez occupée. Et je guettais finalement presque moins les mots que les silences entre les mots, la manière dont les doigts glissaient sur les cordes. Est-ce qu'à la fin du morceau, on entendait le micro s'éteindre? Je guettais presque... je connaissais les mots, mais finalement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce disque, c'est... finalement, ce qui est un petit peu à côté de la musique, à côté de la chanson, c'est voilà, ces petits bruits, ces petites choses qui sont autour, aussi également parce que en fait, c'est un disque qui a été enregistré dans des conditions un peu particulières. Le studio d'enregistrement était loué pour une durée de 6 heures, et pendant les 3 premières heures, il n'a pas du tout voulu jouer. Et donc, après, en 3 heures, tout a été enregistré, ce qui est assez rare. En général, on ne passe pas 3 heures dans un studio, on y passe plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, c'était ces petites choses-là que je guettais un peu. Alors, je ne me suis évidemment pas du tout détaché non plus des paroles. De temps en temps, elles viennent illustrer un petit peu le texte, parce que j'y vois un clin d'œil à son histoire. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté... en tout cas, j'ai essayé de ne pas interpréter, de faire de psychologie par rapport à ces chansons, mais en gardant parfois quelques phrases que je trouvais belles, qui avaient un écho particulier. Comme vous l'avez dit, le texte, il est raconté à la 3e personne du singulier, et il y a des phrases en discours direct qui interviennent parfois de manière un peu brutale, et pour le coup, quand j'écrivais, qui était dans une forme presque un peu orale, qui arrivait un peu spontanément, et qui sont généralement la pensée de Jackson C. Frank qui vient éclairer quelque chose. En fait, dans le livre, il y a ce qui est raconté, il y a ce que sont ses pensées, et il y a ce que lui dit. Donc en fait, parfois les différents registres se suivent, s'en mêlent, parfois ça frotte un petit peu également. Et donc c'était un peu comme ça que c'était fait, et je reprends à cette phrase. Enfin, il y a une phrase que Yves a dit, occuper l'espace, que je trouve assez beau, et c'est vrai que moi la musique, elle me fait cet effet-là d'occupation de l'espace. Alors que ce soit la musique jouée en direct, mais parfois même la musique que j'écoute chez moi, une forme d'occupation de l'espace qui produit une impression. Tout à l'heure, on a évoqué la couleur, mais en tout cas, moi, qui produit une émotion assez forte, et que j'arrive à réitérer, en fait, qui parfois, le même morceau, j'arrive à retrouver cette chose-là à chaque fois. Et notamment pour la balade silencieuse de Jackson C. Frank, je commençais chaque jour d'écriture par réécouter un morceau qui n'était pas un morceau de Jackson C. Frank, mais qui me semblait... je voyais dans ce morceau une sorte d'impression de ce que je voulais mettre dans le livre. Il y avait une sorte de petite mélancolie active dans ce morceau que j'écoutais chaque jour, et que j'ai essayé de mettre dans le livre, et qui était un morceau d'un autre groupe, mais voilà, où dans cet alliage de paroles et de musique, il y avait ce petit fil qui m'a accompagné, et qui a peut-être aussi contribué à ce que le livre ait cette forme-là, avec ce discours direct qui intervienne de temps en temps dans le texte. Merci. Pour Yves, la chanson partage certainement avec le poème lyrique, c'est ce que tu évoquais, ce que vous avez évoqué au début, comment dire ça, la citabilité, cette convocation comme ça très rapide de morceaux, de chansons qui nous viennent à tous très, très facilement, effectivement, qui font à la fois une culture partagée, mais aussi une sorte de couleur humorale, je ne sais pas comment il faut dire,
une atmosphère comme ça que ça transporte, puisqu'en même temps qu'on dit à la différence de vers qu'on peut citer, il y a un bout de musique et de chansons qui vient, et puis parfois une sorte d'imitation mentale de la façon de chanter. Alors, comment ça se passe dans votre travail, ces citations de chansons? Il y en a évidemment beaucoup dans Quatre boules de jazz, mais il y en a dans tous les livres. Donc voilà, ce travail plus pratique, si j'ose dire, enfin voilà, d'incorporation, de venue de morceaux, de chansons, certaines que les lecteurs connaissent, d'autres pas. Enfin voilà, comment dans l'écriture même, dans le phrasé, ça se passe. Alors, je vais déjà répondre par une citation, puisque par rapport à Thomas, quand il parlait de la balade, dans une chanson peu connue de Nougaro qui s'appelle Viens, on sort, qui est une chanson d'amour où ils sortent comme ça. Ce sera une balade qui raconte une balade. Voilà. Mais c'est comme ça que la chanson vient. C'est-à-dire, elle joue toujours avec un de nos mots et avec une de nos situations. Je sais pas, l'autre truc qui me venait en t'entendant, c'est si je vous dis, bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes, et d'autres que toi sont venus. Tout le monde voit de quoi je parle. Et c'est cette chose, hein, ça va bien. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Tout le monde sait où on est. On en sourit, tellement la poésie a été proche à ce moment-là, tellement elle a mordu chacun, tellement nous avons tous au moins pleuré une fois là-dessus, et parfois toutes les larmes de notre corps, parce que la chanson est quand même plus du côté du blues. Non seulement elle est partie, mais elle ne reviendra pas. Elle, il, le chien, qui vous voulez, hein, mais l'objet perdu. Hein. Donc, il y a cette capacité d'aller foyer comme ça, très, très profond, d'aller foyer populairement, hein, parce que le boucher charcutier aussi, il y va écouter prendre son paquet de larmes, danser. Bon. Donc elle a cette capacité-là, la chanson. Alors, l'extrême difficulté, c'est de savoir quoi faire quand on la transporte en prose. Avec une vraie question que je n'ai absolument pas résolue, qui change tout, est-ce qu'on met des guillemets ou est-ce qu'on n'en met pas? Je pense qu'il n'en faudrait pas. Parfois, j'ai du mal à ne pas en mettre pour ne pas rendre justice à. Mais plein de fois aussi, j'en mets pas. Je pense qu'on pourrait, comme une espèce de flux de conscience, qu'un livre pourrait n'être finalement qu'une série de morceaux. Je ne sais pas quoi. J'ai la chance qu'il y ait des lecteurs qui fassent des lectures. De temps en temps, en ce moment, à Toulouse, quelques-uns sont en train de faire une tournée, donc j'entends beaucoup certaines phrases, puisqu'il y a eu 5-6 versions récentes. Et dans, je ne sais plus, je crois que la tristesse dure toujours plusieurs fois. Il y a des choses, on ne sait pas, mais les gens sourient parce qu'ils reconnaissent, mais c'est sans guillemets, etc., et toujours en été. Hein. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années. Comment cette phrase-là va venir juste avant une phrase à toi, puis à nouveau une phrase à toi? Mais c'est leur couture sans couture, dirait Montaigne. Donc je pense qu'il faudrait aller presque sans guillemets. Pour les choses les plus importantes, on peut les faire sans guillemets. La tendresse en va toute seule n'a pas besoin de guillemets, tellement. Voilà. Et donc, c'est aussi des incitations à continuer à écrire de ce côté-là et à ramasser la mise, sachant, comme le fait la chanson, c'est-à-dire l'espèce d'une main violente et magique comme ça, hein, qui vient vraiment prendre la matière. Et encore une fois, c'est Piaf, quoi. Ces gens-là sont nés dans la rue. Enfin, c'est Johnny, c'est fascinant pour nous parce que c'est des gens qui ont eu zéro éducation, qui sont en général des autodidactes, ou qui ont été des cancres, ou alors qui ont vraiment été jetés là, et qui ont acquis un savoir presque tragique de la langue. Enfin, Piaf, c'est juste sidérant. Si Duras les mettant, toujours. Voilà, pour finir, une des fois où ça s'est le plus réalisé, où je me suis senti autorisé à faire ça, parce qu'encore une fois, il y a plein de ondes sociales à le faire, c'était dans un autre théâtre, si beau théâtre du Rond-Point. Je ne devais pas avoir 20-25 ans, c'est sans doute pour ça que je trouvais ça si bien. Mais enfin, c'est donc Savanabé qui commence dans le noir, théâtre du Rond-Point, mythique, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, dans le noir, la voix de Piaf, des mots, il y en avait trop, il y en avait tant. Et que Duras soit capable de nous dire qu'elle va chercher cette émotion-là, qui est exactement celle que dit Piaf, avec cette truc inouï, des mots, il y en avait trop, il y en avait tant. Voilà, je réponds mal, mais en paquet vite à la question de la citation. Voilà la grande citation par Duras. Alors on se dit, peut-être je vais pouvoir y aller, puisque c'est ce que je connais le mieux au monde, en fait. Merci, non, très bonne réponse. Une dernière question pour respecter notre agenda un peu serré et minuté. Dernière question à Thomas. Dans le livre sur Élisée, donc Élisée Reclus,
il y a un passage qui m'a intéressé, où vous parlez pour Élisée, jeune, et puis son compagnon, de ceux qui vivent dans l'absence de méthode. Voilà, et la question est peut-être un peu lourde, énigmatique ou trop fulgurante pour terminer cet entretien, mais j'avais envie de vous demander si votre manière de faire de la biofiction n'était pas justement dans ce rapport à l'absence de méthode. Voilà. En plus, méthode, ça veut dire chemin, espace, bon, pour un géographe, enfin bon, mais ça m'a frappé en repensant à l'autre livre. Voilà, c'est des vies sans méthode, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Et dans ce cas-là, comment on fait une biofiction de gens qui sont sans méthode? Je ne sais pas si Élisée Reclus était sans méthode, mais vous le prenez à un moment où il ne l'est pas, oui. Disons que c'est un géographe qui pratique une géographie qui est peu conventionnelle. Et voilà, je me demandais d'où avait pu venir son intérêt pour la géographie, comment ça avait pu se construire de cette manière-là, une géographie extrêmement littéraire, qui est beaucoup plus proche à certains égards de Rousseau ou de Giono que même de Julien Gracq, qui est géographe aussi. Enfin, on sent qu'il y a des conceptions différentes des choses, enfin, sans que ce soit un jugement de valeur. Alors, l'absence de méthode, alors moi j'en ai pas. Et en tout cas, pour le premier livre, Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, c'était quelque chose que je voulais faire, écrire un livre, mais j'osais pas, je savais pas comment faire. Donc, il doit y avoir probablement une forme de projection de moi-même par rapport à cet objet-là. Alors, ça rejoint probablement l'absence de méthode, mais c'est vrai que ce soit Jackson C. Frank ou Élisée Reclus, l'impression que j'en ai eue, c'est que c'est des gens qui n'ont pas organisé vraiment les choses. Alors, personne n'organise totalement sa vie. Et on peut prévoir un certain nombre de choses, sa retraite. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on peut les prévoir dans une certaine mesure. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment des personnes pour lesquelles il est assez facile de déterminer des moments où le hasard les a vraiment fait bifurquer complètement à un endroit, puis à un autre endroit, puis encore à un autre endroit. Alors pour Élisée Reclus, c'est assez facile à suivre parce que sa vie est relativement documentée, sa vie d'adulte, mais Jackson C. Frank, il y a quelques décisions qui semblent avoir prises un peu dans une sorte de contexte à un moment favorable, et puis après c'est tellement sans méthode que c'est quelqu'un qui a fini dans la rue, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu pendant 20 ans ou 25 ans. Alors peut-être que lui avait sa propre méthode, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, j'avais pas l'impression qu'il avait de méthode. Et alors, c'est vrai que les deux livres, je ne sais pas si les deux livres s'intéressent à des personnes qui ont existé, mais en tout cas, j'ai pas de méthode et je les ai pas écrits exactement de la même manière. D'ailleurs, en fait, le premier parce que c'était le premier, qu'on n'imagine pas vraiment que ça va pouvoir être un livre. Le deuxième parce qu'on dit j'ai déjà été capable de faire quelque chose, mais finalement, ce qui est le point de départ, ce qui anime l'envie d'écrire est plus exactement au même endroit, ou alors on se sent un peu plus capable, mais en tout cas, voilà, cette idée d'absence de méthode, en tout cas, elle me plaît. Ça me fait plaisir que vous ayez noté cette chose-là. Et je trouve que c'est un peu aussi un écho au métier de vivre de Pavese, où en fait, on a beau en faire un métier, de toute façon, c'est compliqué. Tout ça est compliqué, que même avec une méthode, on ne parvient pas exactement là où on voudrait aller. Et on est surpris parfois de son absence de méthode, là où elle nous mène. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 10h14, donc je pense que nous devons arrêter là cet entretien, mais nous pouvons poursuivre les uns avec les autres au-delà. Merci à vous tous et merci à Yves et Thomas.